Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. La très charmante et la très attachante Arménie chrétienne vient de subir un nouveau chemin de croix. Ce petit pays de 3 millions d'habitants qui a à ses frontières des pays musulmans qui ne lui sont pas très favorables, à savoir la Turquie, à savoir l'Iran, à savoir l'Azerbaïdjan, est donc entouré par des pays plutôt hostiles. Dieu merci pour l'Arménie, il y a au nord une frontière avec la Géorgie qui est donc un pays de tradition chrétienne comme nous le savons tous. Cela dit, l'Arménie avait donc établi une sorte de petit protectorat sur le Haut-Karabakh à la frontière de l'Azerbaïdjan et de sa propre frontière arménienne. Et l'Azerbaïdjan a décidé en fait de conquérir le Haut-Karabakh, a déclenché une guerre éclair, appuyée puissamment par la Turquie, mais aussi par Israël qui a fourni des drones, et en quelques semaines, l'affaire a été réglée. La petite Arménie ne pouvait pas, évidemment, lutter toute seule contre des forces aussi supérieures. L'Arménie, décidément, est un véritable problème pour la région. N'oublions pas que en 1915, les forces turco-musulmanes ont décidé d'éradiquer purement et simplement l'Arménie en la rayant de la carte du monde, en déclenchant cet épouvantable génocide qui a abouti à la mort d'1,5 million de personnes, massacrées dans des conditions absolument épouvantables, par l'armée ottomane bien sûr, mais aussi par les villageois qui vivaient à côté des Arméniens et qui ont gaillardement massacré les populations arméniennes qu'elles connaissaient pourtant bien, en volant notamment la totalité de leurs biens. Donc l'Arménie a subi un véritable calvaire, un véritable désastre dans des conditions d'atrocité épouvantables. Et bien voilà, une nouvelle guerre se déclenche en Arménie, petit pays pacifique de 3 millions d'habitants, et la guerre a été menée, le protectorat est donc supprimé, maintenant le Haut-Karabakh dépend de l'Azerbaïdjan. Alors vous allez me dire, faut-il mourir pour le Haut-Karabakh? Parce que l'Europe, par exemple, n'a pas levé le petit doigt pour aider l'Arménie, bien évidemment, et ça ne peut pas nous étonner. Eh bien, pour beaucoup de gens, il ne faut pas mourir pour le Haut-Karabakh. Et je voudrais faire un tout petit rappel historique. En mai 1939, un certain député, Marcel Déat, avait titré dans un article très connu à l'époque « Faut-il mourir pour Danzig ?» La question se posait, si les forces
hitlérienne envahissait la Pologne, fallait-il que la France intervienne ou pas? Eh bien, ce député socialiste disait, en substance, il ne faut pas mourir pour Danzig, l'affaire polonaise est une affaire entre l'Allemagne et la Pologne. Nous connaissons la suite. La question qui se pose aujourd'hui, faut-il mourir pour le Haut-Karabakh? Eh bien, l'Europe a pris ses décisions, le Haut-Karabakh, 130 000 personnes, on ne va pas déclencher un combat pour 130 000 personnes au Haut-Karabakh. Nous n'allons pas mourir pour le Haut-Karabakh. C'est une position que l'on pouvait attendre. Eh bien, certains jeunes Français, eux, ont pris une position tout à fait différente. Je pense à un certain Marc de Cacré, qui d'ailleurs est devenu la bête noire des médias de gauche, qui a décidé, lui, de mener un combat civilisationnel pour aider ses frères chrétiens d'Arménie, et qui est donc allé directement en première ligne sur le front, en risquant bien évidemment sa vie. Et finalement, la morale de cette histoire, c'est qu'il y aura toujours une immense majorité de gens qui pensera qu'il ne faut pas mourir pour Danzig ou le Haut-Karabakh. Et on connaît souvent la suite de ces histoires-là. Ces gens-là resteront finalement totalement inconnus. Ils rentreront dans les poubelles de l'histoire. L'on n'en parlera plus dans quelques siècles. Et puis, il y a les gens courageux qui risqueront leur vie pour des combats civilisationnels, qui pensent qu'il faut quelquefois savoir mourir pour Danzig et pour le Haut-Karabakh. Ces personnes sont évidemment l'honneur de leur pays et resteront dans l'histoire. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Chers amis de TV Liberté, je dois ce soir vous annoncer une très grande nouvelle. Votre chroniqueur quotidien préféré, le grand Lochner, est un véritable génie. Oui, je tiens à vous le dire, même si vous ne le croyez pas, je vais vous le prouver. Et tout cela vient de Donald Trump. Parlons clair, je vous explique en quoi je suis génial. Dès la fin des votes début novembre, j'ai toujours claironné dans tout mon environnement que le prochain président des États-Unis serait Donald Trump. Certains ne me croyaient pas, beaucoup ne me croyaient pas, en fait personne ne me croyait. Eh bien pourtant, où en sommes-nous aujourd'hui? Entre le 3 novembre, date fatidique, pendant laquelle la totalité, ou presque, du système médiatico-politique mondial a décidé que Biden était le nouveau président des États-Unis. En France d'ailleurs, la quasi-totalité des médias a emprunté cette formule Biden président dès le 3 novembre, qu'il s'agisse de journaux comme Le Monde, Libération, Le Figaro, de toutes les télévisions, presque, sauf TV Liberté bien sûr, de presque toutes les radios, etc. etc. Entre cette date, début novembre, et le 14 décembre, date à laquelle nous saurons enfin qui sera le prochain président des États-Unis, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à peu près au milieu du gué. Eh bien, je voudrais simplement énoncer deux vérités qui ne peuvent en aucun cas être contestées. Première vérité, la fraude démocrate atteint des dimensions inouïes, du jamais vu dans l'histoire des États-Unis, peut-être du jamais vu d'ailleurs dans l'histoire électorale des pays développés. La fraude est titanesque, la fraude est gigantesque, qu'il s'agisse du logiciel de dépouillement Dominion qui est honteusement trafiqué, qu'il s'agisse des votes par correspondance qui ont été honteusement trafiqués, qu'il s'agisse d'un certain nombre de bureaux de vote qui ont été honteusement trafiqués. Le trafic est partout, il atteint des dimensions inouïes, c'est un fait, et il faut quand même savoir que des milliers d'avocats, de juges, de procureurs, de policiers, d'enquêteurs enquêtent depuis début novembre et sont en train de constituer un dossier de fraude dont la hauteur pourrait atteindre 12 343 km. Donc du côté de cette fraude électorale démocrate, il n'y a même plus à en discuter, elle est avérée. Deuxième vérité,
Si le système politico-médiatique mondial a adoubé à la vitesse de la fusée Ariane notre bon Biden comme nouveau président des États-Unis, la stratégie était d'une simplicité biblique. Il s'agissait simplement de dire à 7,5 milliards d'individus sur la planète Terre, le nouveau président est désormais Biden. Et si Trump contestait ultérieurement, on l'aurait fait passer évidemment pour un faiseur de coups d'État, quelqu'un d'éminemment dangereux. Nous vous l'avions dit à ces 7,5 milliards de personnes que cet homme était infréquentable, était un danger absolu. Mais le problème, c'est que le système démocrate a poussé la fraude trop loin. Et du coup, la vérité a commencé à cheminer lentement, d'abord à la vitesse du cheval au pas, puis à la vitesse du cheval au trot, et finalement à la vitesse du cheval au galop. Conclusion et morale de cette histoire. Il est fort probable que la Cour suprême des États-Unis, le 14 décembre, se trouve face à un choix cornélien. Première solution, elle reconnaît la fraude. L'élection ne peut donc être décernée à Biden président et Trump fait un nouveau mandat. C'est une hypothèse extrêmement plausible. Deuxième solution, la Cour suprême veut préserver une certaine paix sociale et décide finalement de s'asseoir sur la fraude, ce qui évidemment ne serait pas très brillant. Le pronostic de votre chroniqueur de génie, le grand prophète Lochner, est que Donald Trump fera un second mandat et que Joe Biden tombera dans les oubliettes de l'histoire. Sur cette prophétie époustouflante, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Macronor Bidonor est vraiment le roi de la bidonnette. Il parle, il cause, il pérore et c'est tout. Puis il parle, il cause, il pérore et c'est tout. Et il ne se passe jamais rien. Alors je voudrais illustrer ce propos par deux choses assez récentes, très significatives de la méthode Macron. Première chose, c'est la fameuse loi qui, au départ, devait être une loi sur le communautarisme. Il fallait traquer le communautarisme et nous nous rappelons tous de Macronor Bidonor, tel un petit Mussolini en culotte courte avec des grands mouvements de menton disant qu'il allait éradiquer le communautarisme. Et puis, le communautarisme est devenu peu à peu le séparatisme. Ah bon ? La Bretagne veut se séparer de la France, je ne savais pas. Et puis, petit à petit, les choses ont encore évolué et maintenant, il s'agit de faire une loi, en gros, sur les valeurs de la République. Ce qui veut dire en clair que la loi qui sortira sera totalement bidon et s'il y a dans cette loi quelques articles qui ne sont pas bidonnés, de toutes les façons, la loi ne sera pas appliquée. Pas un mot évidemment des 400 à 450 000 immigrants qui vont envahir la France en 2020 et qui, comme ils sont à majorité musulmane, sont évidemment des foyers de communautarisme, de séparatisme et en tous les cas, qui sont très éloignés des valeurs de la République, dont ils se moquent comme de leur dernière djellaba ou de leur dernière burqa. Mais Macron aura parlé, causé, péroré, et c'est tout. Deuxième exemple extrêmement symptomatique. Et celui-là est extrêmement intéressant, parce qu'il est tout récent, il date d'il y a quelques jours. Macronor Bidonor fait de grands mouvements de menton, il faut revoir les accords de Schengen. La droite s'extasie. Enfin, nous allons reconstituer les frontières. Enfin, nous allons peut-être régler un certain nombre de problèmes par une reconstitution des frontières. Mais non, pas du tout. Il s'agissait d'écouter la suite du discours, qui était dit d'ailleurs meso voce, à voix toute douce, les frontières de l'Europe. Ces frontières qui, depuis belle lurette,
sont de véritables passoires, qui sont toujours de véritables passoires et qui seront toujours de véritables passoires. Donc, Macron-Nord, Bidon-Nord veut revoir les accords de Schengen, qui ne seront jamais revus, et même s'ils étaient revus un jour, de toutes les façons, les frontières de l'Europe, par structuration de l'Europe, resteront de véritables passoires et de véritables possibilités exceptionnelles offertes aux foules des immigrants dans l'Europe. Ainsi, une fois de plus, Macron aura parlé, causé, péroré, et c'est tout. Finalement, pour résoudre les grands problèmes de la France, Macron-Nord, Bidon-Nord ressemble furieusement à son gouvernement ou à ceux qui sont assimilés aux affaires. Je pense aux Véran, je pense aux Salomon, je pense aux Blanquer, je pense aux Schiappa, qui sont d'une nullité absolue en termes opérationnels et qui tous parlent, causent, pérorent, et c'est tout. Sur ce constat assez affligeant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Le journal Le Monde. Le journal Le Monde, composé de journalistes qui sont des purs parmi les purs, qui sont drapés dans leurs vertus républicaines, à la recherche de la vérité, à la recherche de l'absolu, des gens remarquables, des gens d'exception. Le journal Le Monde, qui est considéré dans le paysage médiatique comme l'exemple à suivre. D'ailleurs, tout à fait, le 17 avril 1975, les journaux du Monde avaient titré, au moment où les Khmers rouges s'emparaient de Phnom Penh, Phnom Penh libéré. Le Cambodge, sous la férule des Khmers rouges, était donc libéré et le journaliste se réjouissait de cette libération. Cette libération a simplement causé la mort de 2 millions de Cambodgiens, tués de façon ignoble par les Khmers rouges, et les journaleux du Monde savaient très bien qui étaient les Khmers rouges, donc mentaient effrontément quand ils titraient sur la libération de Phnom Penh. Eh bien, ce fut un génocide épouvantable. Le Monde s'est-il excusé ultérieurement? Pas du tout. Et l'on peut dire que le 17 avril 1975, les journalistes du Monde ont plongé dans l'immonde. Vous allez me dire, c'était en 1975, nous sommes en 2020, ne soyons pas trop passéistes. Donc aujourd'hui, les journalistes du Monde sont sûrement des gens purs, des gens droits, à la recherche de la vérité. Oui, mais petit malaise, ils viennent de recevoir un don, comme ça, de 4 millions de dollars de la part de la fondation Bill Gates. Mais qui est la fondation Bill Gates? La fondation Bill Gates est un outil au service des déconstructeurs mondiaux, un outil d'une puissance absolument formidable, qui s'est accoquiné avec le diable Soros, avec les écolos, bobos, marxistos et tout ce que l'on veut, démocrates, avec l'entourage épouvantable et infréquentable d'Hillary Clinton, etc., etc. En clair, la fondation Bill Gates est complètement mondialiste, déconstructrice. Eh bien, le Monde reçoit de cette fondation 4 millions de dollars. Ça n'est pas un achat en bonne et due forme? En tous les cas, ça y ressemble fortement. Ce qui est sûr, c'est que le Monde avait sûrement reçu pour consigne de diaboliser autant que faire se peut Donald Trump et de déifier autant que faire se peut Biden. Et le Monde a parfaitement rempli son devoir, sa tâche, la tâche qui lui était assignée, puisque Trump est pour le Monde le diable à l'état pur et Biden le Dieu à l'état pur. Tout cela, tout de même, pose un léger petit problème sur la pureté des journalistes du Monde. L'on peut se dire tout de même
que véritablement, en termes de recherche de la vérité, en termes de souci d'être des véritables journalistes, le Monde ne remplit pas exactement la fonction que l'on est en droit d'attendre. En clair, et pour parler très simplement, les journalistes du Monde sont aussi purs qu'Attila cherchait, lui, le bonheur des peuples dans la douceur et la paix. Sur cette conclusion fracassante, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Les plus hautes instances de l'Église catholique de France semblent juste poser problème quelque part, comme disent les bobos du Marais. Bon, soyons clairs, il y a au sein de l'Église catholique des dirigeants, des évêques, des prêtres remarquables, et loin de moi l'idée de dire que ces gens remarquables ne le sont pas. En revanche, globalement, les plus hautes instances de l'Église catholique véritablement posent un problème de fond. Il semble en effet que ces instances dirigeantes regardent les bras croisés l'écroulement de la France catholique, qui d'ailleurs est presque arrivé, est presque à terme. Je ne citerai qu'un chiffre. Il y avait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale 40 à 50% de pratiquants catholiques en France. Il n'y en a plus que 1 à 2% en étant généreux. Tout dépend de ce que l'on appelle pratiquants effectivement. Mais acceptons ce chiffre de 1 à 2%. C'est donc un écroulement absolument effrayant et les hautes instances dirigeantes de l'Église catholique de France ne semblent pas s'en émouvoir, ne semblent pas en parler, ne protestent pas sur ce sujet et laissent les choses en l'état. Je voudrais citer 3 choses qui se sont passées en 2020 et qui sont assez symptomatiques de ce qu'est aujourd'hui l'Église catholique au niveau de ses instances dirigeantes. Le premier confinement a vu la fermeture des églises. La conférence épiscopale a-t-elle manifesté ? Non. Les évêques, individuellement, quelques évêques se sont manifestés, mais globalement, l'interdiction des messes a été parfaitement acceptée par les plus hautes instances dirigeantes de l'Église catholique en France, alors qu'il était parfaitement possible de faire autrement et que les églises, à l'évidence, auraient dû rester ouverte, puisque lorsqu'on va faire ses courses à Casino, on peut aussi aller à la messe le dimanche, avec évidemment le respect des gestes barrières et des consignes gouvernementales. Donc, cette espèce de soumission au système montre que finalement, la messe, pour les hautes instances de l'Église catholique de France, n'était pas fondamentale. Deuxième point, le second confinement. Alors, le second confinement, il était totalement absurde d'interdire la messe, c'est une évidence, ça ne se discute pas. On peut être entassé dans les trains, on peut être entassé dans les métros, on peut être entassé dans les grandes surfaces, voire même dans les rues, mais surtout pas la messe. C'était donc une aberration d'accepter effectivement la fermeture des églises. Des associations catholiques, surtout d'ailleurs du monde traditionnel, se sont agitées, ont saisi le Conseil d'État et du coup, la conférence épiscopale, à son tour, a saisi le Conseil d'État. La conférence épiscopale s'est fait bananer par le Conseil d'État et a parfaitement accepté cette banane. Elle est passée à autre chose. Il fallait respecter la loi. Troisième point, Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a décidé de flinguer à bout portant les catholiques trop catholiques qui avaient manifesté pour la messe plusieurs dimanches de suite. De quoi se mêlaient ces catholiques? Enfin, il fallait respecter la loi républicaine, il fallait se soumettre à la loi républicaine. Et Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, a eu des mots épouvantablement violents envers ce monde catholique traditionnel, traditionnaliste, qui est l'honneur du catholicisme, qui sera sans doute dans l'histoire celui par lequel le monde catholique aura repris souffle, aura repris vie. Eh bien, Monseigneur Aupetit a décidé de mitrailler à bout portant sur Radio Notre-Dame ce monde catholique qui lui déplaît tant, ce monde de la résistance, ce monde qui véritablement est l'honneur de l'Église catholique.
Si l'on rajoute à ces trois exemples le fait que la conférence épiscopale baigne, et tout le monde le sait, dans une idéologie mondialiste, européiste, immigrationniste, franc-maçonniste et tout ce que l'on veut en isme ou en iste, l'on peut se dire véritablement que les plus hautes instances de l'Église catholique de France sont objectivement au minimum spectateurs, mais sans doute aussi complices de la destruction française et notamment de la destruction du monde catholique.